Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle session de web séminaire. J'espère que vous nous entendez bien. Je vous laisse réagir dans le chat si c'est bien le cas. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marion d'Iser et d'Alban Renard, donc de l'agence Cybercité, qui est donc notre expert SEO aujourd'hui. Bonjour. Merci pour vos premiers retours. Vous me dites bonjour, ça a l'air de fonctionner parfait. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer la présentation de notre démarche d'animation numérique de territoire respective, donc dans l'Ain et dans l'Isère. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi, je suis Valérie Bouillon, je suis animatrice numérique de territoire pour le département de l'Ain, et donc Marion, mon homologue pour le département de l'Isère. Donc, nos conseils pour un web séminaire réussi. Donc, on vous conseille plutôt de vous connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, d'utiliser un ordinateur et de naviguer de préférence sur Chrome ou Firefox. Bien sûr, pour maintenir votre attention, de couper toutes les sources de distraction, que ça peut être le téléphone ou toutes les applications, et puis vérifier le bon fonctionnement de vos parleurs et de vous installer dans un endroit calme. Par rapport à notre outil qu'on utilise pour faire des web séminaires, qui est donc Livestorm, vous avez donc accès au son, à la vidéo de l'intervenant, au chat et à la rubrique questions. Par contre, voilà, on ne vous entendra pas et on ne vous verra pas, c'est normal. Pour le bon déroulé de ce web séminaire, on vous demande, s'il vous plaît, de poser vos questions dans la rubrique dédiée. Vous voyez sur la partie droite de votre écran. Donc, vous avez la partie chat qui est déjà utilisée par certaines personnes, et puis la partie questions, qui est vraiment dédiée à ça. Donc, merci de ne pas mélanger de ne pas poser vos questions dans la partie chat parce qu'elles risquent de ne pas être traitées. Même chose, si la question est déjà posée alors que vous alliez la poser, on vous invite à mettre un petit like sur la question qui est déjà posée pour nous montrer que vous aussi vous la posez et qu'il y a un fort intérêt à ce qu'on y réponde rapidement. Voilà, donc merci pour cette distinction. Et puis, on vous proposera aussi plusieurs sondages tout au long de la présentation. Donc, vous serez invité à répondre dans cette rubrique dédiée directement aussi dans la partie à droite, avec les différentes possibilités de réponse. Je laisse la parole à Marion pour qu'elle présente la démarche propre à l'Isère qui s'appelle donc Tous sur le web. Et bonjour à tous. Du coup, comme l'a bien introduit Valérie, nous sommes ici dans une démarche numérique collaborative. N'hésitez pas donc à vous rapprocher donc de moi-même pour l'Isère, mais également auprès de vos offices du tourisme. On a fait plusieurs web séminaires ces derniers temps et on pourra toujours vous transmettre les liens. Donc, vous avez à présent la carte qui apparaît avec tous les offices du tourisme avec qui nous sommes en collaboration. Et je redonne la parole à Valérie. Merci Marion. Donc l'Union fait la force également dans l'Ain, puisqu'on a une démarche collaborative qui s'appelle Instinct numérique. Donc vous trouvez là des photos des correspondants dans vos offices de tourisme qui sont animateurs ou animatrices de territoire et qui peuvent également répondre à toutes vos questions. Pour les parties en gris, ce sont donc des parties des zones du territoire dépourvues de cette fonction. Donc n'hésitez pas à me contacter pour les professionnels qui se situent sur ces zones. Pour notre programme de web séminaire du premier semestre, donc aujourd'hui c'est le dernier pour clôturer ce semestre, vous voyez qu'on a traité beaucoup de sujets très différents, des sujets juridiques, des sujets sur le live, sur Facebook, les influenceurs, beaucoup aussi sur Instagram, les jeux concours, les nouveautés, et puis donc TikTok qui a été fait récemment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour récupérer les replays si vous n'êtes pas inscrit au préalable. On aura plaisir à vous les envoyer par mail. Je profite toujours de mon côté, donc cette information, c'est uniquement pour les professionnels du tourisme de l'Ain, mais donc on vous propose une plateforme de site internet qui s'appelle Authentique et il y a 3 formules possibles d'adhésion, soit en formule personnalisée où on il y a un nombre d'heures sous forme de rendez-vous de 2 heures à chaque fois. Une formule groupée, où vous pouvez rencontrer des homologues et c'est une formule en fait atelier d'une journée. On vous apprend à prendre en main l'outil. Ou vous vous sentez déjà à l'aise avec ce genre d'outil et vous voulez le faire en toute liberté. Donc, vous avez aussi cette possibilité. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements, si vous avez un projet de refonte ou de création de site. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on vous enverra le lien vers le replay après. Et puis, donc, je vous laisse poser vos questions dans le chat et je vous souhaite un très bon web séminaire. La parole est à Alban.
Très bien, merci Valérie. Bonjour à tous. Est-ce que déjà on voit bien mon écran? Est-ce que Valérie, vous pouvez me confirmer ça? Oui, on vous voit bien. Ok, super. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit Valérie, on va parler référencement naturel. Alors, pour me présenter très rapidement, donc, comme on l'a dit, je m'appelle Alban Renard, je suis le responsable du pôle d'expertise dans une agence web marketing qui s'appelle Cybercité. Donc, avec quelques chiffres, voilà, on est une cent trentaine de collaborateurs à peu près. On a des agences un peu partout en France, avec un siège à Villeurbanne, à côté de Lyon. Pour ma part, je ne me sens pas trop dépaysé puisque j'habite en Isère, donc je connais un petit peu la région, même si je ne connais pas aussi bien l'Ain. Sur nos métiers, cybercité, on intervient sur des stratégies de référencement naturel, référencement payant, production de contenu, stratégie sur les réseaux sociaux également, ainsi que sur tous les leviers d'optimisation de la conversion. Donc moi, en gros, chez Cybercité, je pilote un petit peu toute cette partie opérationnelle. En termes de référence, on a une forte prédominance de clients e-tourisme chez Cybercité, mais pas uniquement. On travaille également avec des retailers, avec des e-commerçants, des pure players, bref, tout un ensemble de clients divers et variés, de la belle PME au grand groupe, au grand compte. Mais voilà, on connaît à peu près tous les tenants, les aboutissants de cette partie tourisme qui va nous intéresser plus spécifiquement aujourd'hui. Donc, pour vous faire un panorama, moi, j'étais parti du principe de vous faire un petit démarrage des bases de ce que c'est que Google et de finalement à quoi sert Google. On va beaucoup parler de Google aujourd'hui puisque c'est vraiment le moteur de recherche qui domine le monde entier à quelques exceptions près. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, c'est un moteur de recherche qui classe les sites par popularité. C'est une logique de classement de pages. Ils existent depuis 1998. Faut savoir que Google, en septembre 2020, c'était déjà, rien que sur le mois de septembre, c'était déjà plus de 25 milliards de dollars de bénéfices, des chiffres d'affaires et des croissances à 2 chiffres presque tous les ans. Et tout ça, finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est fait à partir d'une coquille vide. Google, sans contenu, n'existe pas, n'a pas de réelle valeur. Google organise la donnée qu'il va récupérer à droite à gauche. Google, finalement, vous, en tant qu'éditeur de site, en tant que propriétaire de site, vous allez l'autoriser à crawler vos sites, à passer sur vos sites, à récupérer les contenus, à utiliser ce qu'on appelle la bande passante, donc utiliser vraiment vos ressources serveurs, et en fait, vous l'autorisez à stocker vos contenus en échange, finalement, de ce qu'on peut appeler la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire en échange de clics. Donc, pour vous donner quelques chiffres très rapidement, sur Google, c'est plus de 7 milliards de recherches. J'appelle ça des requêtes. Une requête, c'est une recherche, un mot-clé tapé dans Google ou une expression. C'est 80 000 requêtes chaque seconde, soit 7 milliards par jour. 15 à 20% de ces requêtes sont des nouvelles requêtes qui n'ont jamais été tapées auparavant. Donc, c'est des millions et des millions de gigaoctets de données qui sont stockées sur les serveurs de Google, mais qui sont des informations qui vous appartiennent. Donc, c'est une sorte de deal gagnant-gagnant entre les éditeurs de sites et le moteur de recherche. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un petit twist qui s'est opéré depuis environ 2015 sur ce deal gagnant-gagnant, avec une réorientation finalement des clics et un deal qui est un peu moins gagnant pour les éditeurs et qui est toujours fortement gagnant pour Google, qui se rémunère avec la publicité. Google a une position dominante sur le marché de la recherche en ligne depuis depuis plus de 10 ans. Ils ont une position totalement dominante quasiment partout dans le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où entre 55% et 75% des requêtes qui sont effectuées sur Google ne génèrent plus aucun clic, a fortiori sur mobile. Ça veut dire que dans quasiment 3 cas sur 4, Google garde l'internaute chez lui. Alors, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé là. En SEO, donc en référencement naturel, le SEO, c'est Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. On part toujours du point de départ de la SERP. La SERP, c'est la page de résultats de recherche, donc ce que je vous présente ici. Et il faut comprendre qu'elle est vraiment découpée en plusieurs morceaux, en 3 grands morceaux. En gros, la partie organique, c'est-à-dire ce dont on va parler spécifiquement aujourd'hui, le référencement naturel, la partie payante, donc vraiment les liens sponsorisés qui sont un système payant où on apparaît, on paye avec un système de coût par clic et d'enchères, et une troisième partie qui est fortement émergente depuis quelques années, qu'on voit de plus en plus, qui est constituée soit de blocs de recherche universelle, c'est-à-dire la présence d'éléments autres que textuels, c'est-à-dire de l'image, de
de la carte, des news, bref, tout un ensemble d'éléments éditoriaux, mais également de plus en plus des services Google. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, pour commencer avec un premier sondage, je vous invite à répondre à celui-ci. Est-ce que vous avez déjà, vous, mis en place des actions pour améliorer le référencement naturel de votre site, qu'on sache un petit peu à quel public on s'adresse? Ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage en parallèle. Donc, pourquoi et comment on en arrive là? Tout simplement parce que la logique de Google, depuis 10-15 ans, elle a changé. Ils se sont réorientés d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. L'objectif de Google, c'est d'être un peu Madame Irma, de répondre à toutes vos questions en tant qu'internaute et de vous fournir l'information la plus rapidement possible. Donc, ça se manifeste par tout un ensemble de requêtes qui, comme je vous le disais, ne génèrent plus vraiment de clics, puisque quand vous tapez des requêtes de type météo, vous avez l'information qui est servie directement, plus besoin d'aller sur le site de Météo France. Sur tout un ensemble de requêtes de type définition, conversion, calculette, traduction, ces éléments-là, pareil, Google y répond le plus rapidement possible avec le savoir qu'il a pu accumuler en indexant des contenus d'autres sites. Et ça va assez loin, ça va jusqu'à des notions de culture, des notions informationnelles, voire même des notions culturelles transactionnelles, où on voit que via des éléments de liens sponsorisés, ce sont des clics payants en l'occurrence, mais Google vous fournit tout un ensemble d'informations sur les livres parus sur tel ou tel département. Donc ça, c'est un peu le paysage global de la recherche en ligne, et il faut bien admettre qu'il y a un secteur d'activité sur lequel les recherches sont particulièrement impactées, ce sont les recherches e-tourisme. C'est vraiment le secteur du travel, comme on dit, qui a quelques spécificités et quelques outils Google que je vais vous présenter tout de suite. En fait, on peut se poser la question, est-ce que Google n'est pas devenu notre concurrent à tous, d'une certaine manière, puisqu'ils viennent vraiment bouleverser la donne de la recherche en ligne, tout autant que d'autres acteurs comme TripAdvisor ou autres. Donc, un des services que Google propose sur le travel, c'est Google Flights. Google Flights, c'est un outil, c'est une sorte de moteur de recherche sur des vols. Il va vous proposer déjà tout un ensemble de contenus, de données agrégées, avec des notions de prix, des notions de date, bref, toutes les informations qu'on attend d'un voyagiste en aérien. Et en fait, la différence par rapport à des blogs de recherche universelle images ou Maps ou des choses plus traditionnelles, c'est qu'on a vraiment une interface de navigation, comme un site web, dans Google, où on va pouvoir sélectionner des éléments, sélectionner des fourchettes de prix, des destinations, des provenances, des horaires, etc., et avoir du choix. Et ce choix, en fait, au fil des clics que vous allez produire sur cette interface Google, vous allez arriver assez loin, vous allez arriver jusqu'au process de sélection de votre combinaison de vol, et même, dans certains cas, jusqu'au système de paiement, puisque Google propose des systèmes de paiement. Donc là, ça veut dire que sur une requête de type vol Paris-New York, je peux faire l'intégralité de mon voyage de consommateur, ma customer journey, comme on dit, étape par étape, et que je me retrouve finalement à payer une somme qui va évidemment atterrir chez Lufthansa, mais avec une commission qui sera prise par Google au passage, car le clic provenant de Google Travel et de Google Flights est traqué. Et ça va très très loin, ça va même jusqu'à la notion d'éditorial, puisque de plus en plus sur des requêtes purement informatives sur les destinations, sur ce qu'on appelle les POI, donc les Points of Interest, les points d'intérêt des différentes destinations, Google propose des petits blocs que vous voyez là, Montjura, Monastère Royal de Brou, Parc des Oiseaux. Tout ça, c'est des éléments que Google agrège depuis d'autres sites, qui va récupérer, présenter à l'internaute sur sa page. Et en fait, on propose également des notions de tri, de filtre, pour savoir quelles sont les activités en plein air, pour les enfants, etc. Et derrière, ils vont même vous présenter des contenus qu'ils ont eux-mêmes produits ou qu'ils ont eux-mêmes réagrégés à leur manière, avec une petite carte qui présente tout ça. Donc là encore, une interface finalement assez proche de celle qu'on retrouve chez TripAdvisor, par exemple. De la même manière que Google Flights sur la logique de réservation, le même fonctionnement existe sur Google Hotel, qu'on voit de plus en plus, donc un nouveau concurrent finalement à Booking et à votre site si vous proposez de la réservation directement dessus. C'est tout un ensemble de services, de fonctionnalités sur lesquels Google va utiliser vos données, les agréger, les ressortir à l'internaute, capter l'internaute et vous envoyer le clic une fois qu'il a potentiellement, ou la réservation, une fois qu'il a potentiellement pris sa commission.
Donc, on voit que voilà, les liens sont traqués. Là, en l'occurrence, c'est des agrégations depuis Booking. Donc, il y a la commission de Google, la commission de Booking. Et là, enfin, on arrive à visiter le site. Donc, ça a des impacts assez forts. Et c'est une volonté très, très importante chez Google de proposer tout un ensemble de services sur cette notion de travel. Et on voit qu'ils ont vraiment une démarche, que je vais vous expliquer juste après, le pourquoi du comment, qui va vous inciter finalement à piloter vos futures recherches. Où est-ce que vous voulez aller? Je sais que vous avez déjà recherché des hôtels à Bidart. Ouais, effectivement, je préparais mes vacances. Je vois que vous avez dans votre passé déjà été à Paris en septembre 2016. Là, ça commence à devenir flippant. Et puis, on voit que j'ai même réservé à tel hôtel, tel jour, telle date, parce que ces informations-là, Google a pu les récupérer via mon smartphone. Donc, ça peut paraître inquiétant, mais en fait, il y a toute une logique derrière. C'est que Google, en fait, n'est déjà plus un moteur de réponse, mais est un assistant personnel. Et finalement, ce qu'ils veulent devenir, c'est ça, c'est cet assistant personnel qui vous fournit toute votre information. Et ça se voit un petit peu sur plein d'autres fonctionnalités un peu innovantes qui proposent déjà plus ou moins, mais qui sont assez peu connues. Pour vous donner un ordre d'idée de où est-ce qu'ils veulent aller, si on fait un tout petit peu de prospective, il faut savoir que la recherche, elle est individuellement de plus en plus personnalisée. Ça veut dire que quand vous vous connectez sur votre smartphone, sur votre application Google, vous avez directement des recherches qui vous sont proposées. Ça veut dire que Google connaît plus ou moins vos centres d'intérêt et vos habitudes et vous fournit de l'information spontanément, que vous pouvez personnaliser bien entendu. Là où ils veulent aller derrière, c'est vraiment sur la collection, le regroupement de ces recherches-là pour, quelque part, tuer un petit peu la recherche et vous proposer par anticipation des résultats ou des sites ou des informations qui correspondent à vos besoins à un instant T. Idéalement, Google, dans le futur, si vous avez l'habitude de réserver vos vacances au ski en juillet, en juillet, vous allez avoir tout un ensemble de push qui vont vous être envoyés sur votre page d'accueil Google pour, dès le départ, vous présenter tel ou tel élément, telle ou telle destination, de manière regroupée, clusterisée, comme on dit, spontanément. Donc, c'est vraiment une logique d'assistant personnel. En parallèle de ça, Google propose également de plus en plus d'éléments sur la recherche vocale pour pouvoir faire ça, un petit peu comme dans certains films de science-fiction. Donc voilà, si on parle à son téléphone ou à son PC et qu'on lui demande pourquoi dit-on Bourg-en-Bresse, par exemple, il va vous faire une restitution vocale. Alors aujourd'hui, Google vous dit que c'est quasiment la moitié des clics qui sont censés être vocaux. Moi, personnellement, en tant qu'expert, j'y crois pas trop, parce que ce qui se passe réellement, c'est que le taux de pénétration des Google Home, des Google Nest, des assistants personnels n'est pas si forte que ça dans certains pays. Donc, je pense que ce sont des stats américaines, même si on peut également douter des stats de Google aux US. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche qu'ils appellent vocale n'est finalement qu'une lecture des résultats normaux et traditionnels. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je vous prends, pourquoi dit-on Bourg-en-Bresse, en fait, ils utilisent ce qu'on appelle la position 0, donc la position que vous voyez au-dessus avec souligné en vert. C'est un résultat supplémentaire mis en valeur de manière assez forte par Google. Et quand vous faites une recherche vocale, ils vous font une lecture. Alors attention, je vais vous le faire, ça ne va pas être beau. Ils vous disent, selon easyvoyage.com, pauvre ignare que nous sommes, c'est Bourg-en-Bresse que nous disons. En vérité, on devrait dire Bourg-en-Bresse. Cette prononciation provient du franco-provençal, où Bourg se dit B-O accent circonflexe RG prononcé. Et il s'arrête comme ça. Donc, vous voyez que par rapport à ce que vous pouvez être amené à lire sur un écran, d'autant plus si vous êtes en mobilité, dans le tram, dans le bus, etc., on va dire que la recherche vocale, c'est encore assez émergent en termes d'usage. Google aimerait pousser ça, mais ça reste assez émergent. Un autre type de recherche qu'on peut voir, qui est assez fréquent aujourd'hui en termes d'utilisation, c'est la recherche visuelle, c'est-à-dire la capacité que va avoir Google à retrouver des informations à partir d'une image. Donc là, c'est sur des points of interest assez connus, comme l'Empire State, comme la Joconde, ou des moins connus, comme un bâtiment à Rennes qui se trouve être le Mabilais, qui comporte un restaurant à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'en gros, plus vous avez dans vos destinations des éléments visuels facilement reconnaissables, plus Google potentiellement peut retrouver des informations à partir des photos que prennent les internautes. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage automatisé ou du machine learning. Donc ce sont vraiment des outils d'intelligence artificielle. Donc pour vous, ça n'a pas vraiment de gros impacts. C'est assez dur de contrôler ça. Ce qui est sûr, c'est que la dimension image est assez importante.
dans le tourisme. Donc, dès qu'on a des éléments visuels assez forts, assez symboliques à mettre en place, il faut arriver à les promouvoir d'une certaine manière pour que ce soit clairement identifiable que ça correspond à telle ou telle destination. Donc, c'est pour ça que certains éléments de décor ou de tourisme sont plus facilement reconnaissables, évidemment la Tour Eiffel ou des choses comme ça. Évidemment, on peut pousser la logique assez loin, alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que c'est plus orienté e-commerce, mais sur certains types de marques, on peut également avoir des reconnaissances ou pas du produit directement avec la photo. Et en fait, ce fonctionnement-là de recherche visuelle, il est prégnant chez les GAFAM aujourd'hui, chez Google, chez Microsoft, chez Amazon, chez Pinterest, bref, tous les gros acteurs du digital fonctionnent de plus en plus avec ce type d'éléments. Alban, pour le coup, j'ai des petites questions. Oui. Lucie nous demande, quand vous parliez de tout ce que Google stockait comme information nous concernant, elle demandait, même si on supprime régulièrement son historique de navigation, Google les garde-t-il, quoi? Alors, oui et non. En général, de toute façon, dès que vous êtes dans de l'opt-in, c'est-à-dire la logique de faire une action qui restreint l'accès aux informations, effectivement, non, ça supprime. De même, si vous naviguez en navigation privée. Alors après, on peut être complotiste et se poser la question de est-ce qu'il supprime vraiment. Ça, c'est un autre débat, mais en théorie, en tout cas, à partir du moment où vous supprimez vos informations, où vous êtes en navigation privée, vous ne les retrouverez pas dans ces éléments-là. Voilà. Donc, effectivement, c'est une solution. Tout à fait. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Quelques personnes qui nous demandent si vous pouviez parler un tout petit peu plus lentement. Vous avez apparemment le même défaut que moi de parler vite pour certaines personnes. Oui, bien sûr, je peux. Voilà. Je peux. Voilà. Et puis la troisième partie de mon intervention, c'est juste pour vous faire le retour des sondages. On a 56% des personnes qui déclarent avoir fait des actions déjà pour améliorer le référencement naturel de leur site. D'accord, on est donc un peu plus de la moitié. Valérie, voilà. Tu peux m'interrompre pour les résultats de sondage parce que moi, je ne les vois pas en fait. C'est pour ça que je me suis dit, là, je vais l'interrompre pour plusieurs choses en même temps. Mais voilà. Bon, je vais essayer de parler un peu plus doucement, notamment parce qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce qu'on peut faire dans cet environnement-là qui, comme vous l'avez compris, est de plus en plus concurrentiel et concurrencé. De plus en plus d'acteurs sont présents en ligne, ont des sites web, les optimisent de mieux en mieux. Donc, comment on fait pour tirer son épingle du jeu dans un environnement où finalement les clics sont de plus en plus chers quelque part? En SEO, on va dire que c'est cher en temps et en ressources. Évidemment, en lien sponsorisé, c'est cher directement en coût financier puisque chaque clic va vous coûter de l'argent. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur quel temps, comment consacrer votre temps finalement à votre référencement pour arriver à avoir un minimum de résultats. Donc pour ça, pour démêler finalement cette page de résultats de recherche, il faut bien comprendre qu'on va avoir accès finalement à 3 leviers. Le premier, ça va être tout ce qui concerne les éléments techniques de structure du site. Le deuxième, ça va être tout ce qui touche au contenu, donc le contenu éditorial au sens large, pas uniquement textuel, qui est vraiment le cœur du SEO. Et puis le troisième levier, ça va être sur la partie off-page, qu'on pourrait aussi également parler de popularité, d'empreinte de marque. Tout ça, si vous avez la bonne stratégie bien orientée, ça doit vous amener du positionnement, donc de la visibilité premier, deuxième, troisième sur Google, puis du trafic le plus qualifié possible, puisque vous parlez de votre sujet, et normalement du business. En parallèle de ces 3 leviers, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais il faut comprendre que Google utilise de plus en plus une surcouche de machine learning, donc d'apprentissage par la machine des comportements des internautes, et c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Ils vont recréer finalement des comportements humains pour faire en sorte de vous proposer, en tant qu'internaute, les résultats qui sont le plus en adéquation avec ce que vous recherchez. Donc en gros, ils essayent, pour schématiser, de comprendre le plus précisément possible ce que veut l'internaute quand il recherche tel ou tel mot-clé. Est-ce que c'est une intention de découverte ou autre, ou de transaction, et vous proposer le contenu le plus adéquat. Donc ça paraît très compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, il suffit d'être un petit peu observateur et analyste. On sait que sur la page de résultats de recherche, finalement, il y a finalement des points visuels qui sont très différents selon les requêtes qui sont formulées. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats, vous n'allez pas toujours avoir de l'image, pas toujours avoir de la map. Donc, il y a toujours des centaines de combinaisons qui sont possibles. Donc, alors, évidemment, moi, je vais vous présenter des outils qu'on utilise en tant que professionnel du SEO
aujourd'hui, mais tout n'est pas non plus obligatoirement, ne doit pas obligatoirement passer par des outils. Parfois, des analyses sur 1, 2, 3 mots-clés qui sont vraiment prépondérants pour votre activité peuvent suffire à faire ce type d'analyse à la main, entre guillemets. Nous, on utilise des outils puisqu'on va collecter finalement tout un ensemble de données sur des catalogues de requêtes, donc 50 mots-clés, 100 mots-clés, 200 mots-clés, 1000 mots-clés, et on va récupérer des statistiques sur ce que présente Google dans sa page de résultats de recherche le plus fréquemment. Est-ce que sur mes 1000 mots-clés, il y a du Google Flights ou pas? Est-ce qu'il présente de l'image ou pas? Quels sont les sites qui sont les plus visibles? Avec quel type de page? Et pourquoi? Et le pourquoi, c'est là où on fait marcher le cerveau pour essayer de comprendre ce que Google aime finalement. Donc, évidemment, quand on parle de data, souvent, si vous avez déjà entendu des conférences sur le domaine de la data ou de la big data, ça fait un peu peur parce qu'on parle tout de suite de bases de données, de requêtes SQL, de choses qui font un petit peu peur. Alors qu'au final, moi j'ai tendance à dédramatiser un petit peu ça et à dire que finalement le type de données qu'on retrouve sur Google et qu'on peut utiliser pour le SEO, il n'y en a pas 50 sortes en fait. Évidemment, on peut faire des combinaisons de plein de manières différentes, mais au final, on va se retrouver avec des données de positionnement, des données liées au marché, au secteur d'activité, des données qui viennent de chez Google, donc de 2 outils principaux que je vous invite très spécifiquement à utiliser, Google Analytics pour le suivi de votre audience et Google Search Console pour le monitoring de votre site web d'un point de vue technique et également un petit peu stratégique, puisqu'il vous donne des informations sur les requêtes, les mots-clés qui sont tapés et également sur les pages qui sont les plus affichées dans Google sur votre site. Donc, c'est des infos importantes, c'est facile à configurer, c'est gratuit. Et puis derrière, on va retrouver des éléments un peu plus techniques sur la partie vraiment qu'est-ce qui est présent sur le site, quelles balises sont remplies, quels contenus sont remplis, mais également des données de popularité. Je vais vous donner une illustration tout de suite, puisqu'au final, tout ça, ça tourne autour de deux clés de réconciliation, finalement, qui sont soit le mot-clé, soit la page. Donc l'URL. L'URL, c'est la page, en gros, pour faire simple. Donc, comment ça se représente? Sur un schéma d'exploitation de la donnée SEO, on va se retrouver finalement avec un seul tableau qui va croiser des informations. Donc, on voit que sur le site de Un Tourisme, on a un mot-clé qui est Cascade 1, voilà, qui est un mot-clé tapé par les internautes. On voit que le site est positionné en premier sur Google avec la page listée ici. Donc, assez rapidement, découlent du mot-clé d'autres informations qui sont des informations de positionnement et de marché. On va savoir que sur ce mot-clé-là dans Google, le premier, c'est Un Tourisme, le deuxième, TripAdvisor, etc. Donc ça, c'est des informations que derrière, on peut analyser à la main. Vous pouvez très bien aller voir les sites et vous poser la question de qu'est-ce qu'ils ont écrit, comment ils l'ont écrit, quels sont le type d'informations qu'ils proposent. C'est aussi du bon sens. Il n'y a pas que de la technique, il n'y a pas que de la data. On voit que Google propose des blocs de recherche universelle, donc de la Maps en l'occurrence, avec les 3 cascades les plus, je ne sais pas quoi d'ailleurs, pourquoi les plus importantes, les plus visitées, celles qui ont les meilleurs avis. Voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte, et également des photos qui sont présentées ici. À partir de la page, on peut récolter d'autres informations qui sont des données qu'on va appeler on-page, donc sur le site, sur la page, comme la balise title, par exemple, donc le titre de votre document, le titre de votre page. Donc voilà, on voit bien la présence du mot-clé cascade de l'un directement dans la balise title. Et on va également avoir des données qui viennent de chez Google, qui sont des données soit macro de volume de recherche. Donc on sait que ce mot-clé cascade 1, il est recherché environ 1600 fois par mois, en moyenne, sur la France, que c'est un mot-clé avec une difficulté plutôt facile. C'est plutôt facile d'aller se positionner sur un mot-clé comme ça si on a le bon contenu. Et également des données qui viennent du site web. Alors ça, c'est des données fictives, hein, c'est bidon. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si on partait du principe que 31% des clics sont faits sur la première position, on obtiendrait 1600 affichages dans Google, donc qui correspondent au volume de recherche mensuel, et 500 visites, donc 31% de 1600. Ça, c'est des informations qu'on peut utiliser derrière et qu'on va croiser avec des données off-page, c'est-à-dire il y a 35 liens entrant vers cette page depuis d'autres sites, et ces 35 liens sont répartis sur 6 autres sites qui parlent de ma page sur les cascades. Voilà, toutes ces informations-là, il n'y a aucune de ces infos qui est réellement complexe, mais c'est l'agrégation de toutes ces données-là et des combinaisons et la multiplication des mots-clés qui fait la big data et qui fait la complexité. Donc,
tout ça, c'est des choses qu'avec quelques outils, vous pouvez finalement plus ou moins analyser à la main, uniquement avec un peu de bon sens et de connaissances et d'habitude aussi. Hein. On ne va pas se mentir, le SEO, ça reste un métier à part entière. Donc, évidemment, il y a des outils qui font ça pour vous. Il y en a plein, il y en a des dizaines, voire des centaines, notamment des outils français. Il y a vraiment pléthore d'outils aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment la corne d'abondance. Il y en a plein qui sont très synthétiques, qui vous donnent une vision macro de tout ça, qui vous proposent des exports de données similaires à ceux que je vous ai montrés, donc sur des tableaux Excel. Hein. Et en fait, il faut s'en méfier un petit peu parce que les outils, si on ne les comprend pas, si on n'a pas un expert spécialiste dans le domaine qui vous explique les différents indicateurs, comment ils sont calculés, on peut vite prendre de mauvaises décisions ou alors se retrouver à finalement ne pas vraiment les utiliser et derrière, les outils, ils finissent à la poubelle. Donc, il faut bien comprendre que derrière tous ces outils-là, on a un minimum de travail d'analyse à faire sur la manière dont c'est calculé. L'expertise SEO, ça reste quand même un métier à part entière. Donc voilà, je vous propose un petit sondage pour savoir un petit peu si vous avez un minimum de connaissances de ces outils-là. Vous pouvez faire des choix multiples sur la Search Console, Analytics, des outils comme SEMrush, comme Screaming Frog. On va en parler après de ces outils-là. Voilà, est-ce que c'est des outils que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous connaissez et que vous utilisez dans votre quotidien? Donc voilà, sur la partie décisionnelle stratégique, on voit qu'il y a déjà pas mal d'informations à aller chercher dans ces données, puisque ça va vous permettre de savoir quels sont finalement les mots-clés, les combinaisons de mots-clés, les ensembles de mots-clés, les thématiques qu'il va falloir travailler en priorité. Et à partir de là, on va mettre en place les 3 leviers dont je vous ai parlé tout à l'heure, la technique, le contenu et la popularité. Donc, sur cette partie technique, donc on va rentrer peut-être dans la partie la plus complexe, je vais essayer de vulgariser au maximum pour être sûr que tout le monde me suive bien. On va essayer de voir des éléments techniques, mais d'un point de vue éditeur de site, c'est-à-dire il y a plein de choses, potentiellement vous pouvez avoir besoin d'un développeur, vous pouvez avoir besoin de techniciens, vous pouvez avoir besoin d'un webmaster ou d'une agence web pour déployer certaines choses. Moi, je vais essayer de vous présenter des concepts que vous pouvez comprendre et que derrière vous pouvez retranscrire à une agence. Donc pour ça, déjà, je vais vous faire juste le principe de base du fonctionnement de Google. C'est en 3 étapes. Ça veut dire qu'en gros, ils vont crawler votre site, indexer vos pages et les positionner ou non. Donc en gros, crawler un site, qu'est-ce que c'est? Si vous avez vu Matrix, par exemple, un film qui, je pense, est assez connu, vous avez les petites araignées, là, les grosses araignées qui font très peur dans Matrix. Un crawler, c'est ça, c'est une sorte d'araignée qui va arriver sur votre site, suivre l'intégralité des liens entre les différentes pages et du coup parcourir votre site un petit peu de cette manière-là, comme une araignée. C'est pour ça qu'on appelle ça un spider. Donc ce crawler, il va récupérer l'intégralité des pages, donc des URL qu'il va retrouver et il va derrière les organiser, comprendre les contenus, les rassembler par thématique, les clusteriser et les stocker dans sa bibliothèque. Donc les indexer, la deuxième étape. D'abord, il crawl, il parcourt, il lit, puis il stocke rayon par rayon, comme dans une bibliothèque. Donc évidemment, si votre site, c'est la forêt vierge, ça va être plus compliqué pour Google, il va prendre plus de temps, et il va perdre plus de temps sur des contenus qui sont potentiellement inutiles. Donc c'est pour ça que c'est important, particulièrement important, de bien structurer son information de manière logique et de manière sémantique, et un petit peu terre à terre, d'une certaine manière. Une fois que ces contenus sont crawlés et indexés, Google fait passer des filtres de qualité pour déterminer si votre contenu est plus ou moins qualitatif qu'un autre. Et derrière, c'est finalement la page de résultats de recherche. C'est ni plus ni moins qu'un espace de visibilité, qu'un média comme un autre, comme un journal, où vous allez avoir tel ou tel emplacement, une première de couve, une quatrième de couve. Ça fonctionne comme en print, où vous allez avoir la possibilité, la capacité à être visible, soit en SEO, soit en lien sponsorisé, bien entendu, en payant plus cher pour avoir les grandes banderoles qu'on voit ici de Times Square. Voilà, donc finalement, il y a un fonctionnement assez simple qui est le crawl, l'indexation, les filtres de positionnement et le classement. Est-ce qu'on a une réponse au sondage, Valérie, ou pas? Oui. Alors, pour le coup, c'est Google Analytics qui remporte la palme à 75%, suivi par Google Search Console à 19%. Et on a un 6% de autres, mais qui ne sont pas précisés. N'hésitez pas à nous préciser les autres outils dans le chat, comme de cette manière, à ce moment-là. Mais voilà, Google Analytics et Search Console, ils se partagent. Okay. Très bien.
Très bien. Donc, du coup, on va parler d'un outil spécifiquement dans quelques minutes. Donc, ensuite, on va voir les différents points techniques, justement, qui sont importants et qu'il faut avoir en tête quand on est éditeur de site. Le premier, c'est tout ce qui concerne la gestion de la duplication de contenu. Donc, le fait d'avoir des contenus qui soient multipliés, entre guillemets, qui soient les mêmes, mais qui aient des adresses différentes. Alors, ça peut se passer sur votre site, mais ça peut également se passer en extérieur à votre site. Donc, il y a plein de manières de générer de la duplication de contenu. Généralement, c'est des problématiques structurelles, comme une navigation à facettes, donc ce qu'on appelle des filtres, le filtre par prix, le filtre par destination, etc. Ça peut générer des URL doublonnées, entre guillemets. Mais il y a également le fait de recopier du contenu d'autres sites, par exemple. Là, on voit que si on prend... généralement, dans le tourisme, on voit bien ça sur des sites qui présentent une destination ou présentent un lieu. Si on copie un morceau de texte et qu'on le colle dans Google, là, c'est exactement ce que j'ai fait sur le monastère royal de Brou. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air fantastique. On voit que les 4 premiers résultats sur ce paragraphe-là sont quasiment les mêmes. Donc, ça veut dire qu'en gros, les différents acteurs, finalement, se copie-collent leur propre contenu. Alors, je ne sais pas exactement de quelle manière, est-ce que ça passe par Apidé ou pas, est-ce que les fonctionnalités de différenciation éditoriale d'Apidé sont utilisées de la bonne manière, etc. Probablement pas toujours, hein. Donc, il faut vraiment arriver à combler cette faiblesse éditoriale en apportant une valeur ajoutée systématiquement. En gros, dès qu'on produit quelque chose sur Internet, il faut faire en sorte que ce soit unique, original et exclusif quelque part. Donc, il faut vraiment arriver un maximum à personnaliser ces informations-là et à limiter les fonctionnalités utilisateurs qui vont générer des pages en plus. Et pour ça, il y a un moyen de détecter ça avec des outils d'analyse de copie comme Copyscape, ou alors tout simplement en tapant certains mots-clés dans Google, on le voit assez rapidement. Le deuxième point que je voulais mettre en valeur, c'est la partie balisage, et notamment tout ce qui concerne le balisage HTML, donc le code source du site. Donc là, évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut que vous allez optimiser votre code source vous-même, mais aujourd'hui, dans la plupart des CMS, j'imagine que beaucoup d'entre vous utilisent des CMS comme WordPress, par exemple. Les balises title, les balises métadescription, c'est des choses qui sont personnalisables dans l'interface. Donc, arriver à avoir une balise title optimisée qui comporte les bons mots-clés, qui sont en relation avec le contenu de la page et qui correspondent à ce que l'internaute va rechercher, ça doit être fait sur chaque page de votre site. Et après, le balisage HTML, il y a plein d'autres règles qui peuvent rentrer en ligne de compte au niveau de la titraille, le titre 1, le titre 2, le titre 3, au niveau des attributs qui remplacent les images quand elles ne peuvent pas s'afficher, donc c'est des notions d'accessibilité également. Tout ça, ça peut se faire aujourd'hui dans le système de gestion de contenu sans forcément avoir besoin d'avoir des connaissances en HTML. Donc, moi, il y a un outil que j'utilise au quotidien qui s'appelle Screaming Frog, qui est une sorte de crawler, qui fonctionne de la même manière que Google et qui permet assez facilement de rentrer le nom de domaine de votre site et de lister l'intégralité des pages comme le ferait Google. Donc, ça reproduit ce fonctionnement-là et ça vous liste l'intégralité des balises du référencement. Donc, en gros, ça vous permet d'avoir une visibilité globale, une cartographie de ce qu'il y a à faire sur votre site. C'est un outil qui est gratuit en partie, il y a des fonctionnalités payantes, mais la partie gratuite vous permet déjà de faire beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à l'utiliser si vous avez un minimum de curiosité technique et que vous avez envie de creuser un petit peu cette notion de balise title, notamment, parce que ça a un vrai poids très fort sur le classement Google. Donc, il faut vraiment les personnaliser au maximum. Un autre élément technique super important qu'on minimise un petit peu trop souvent, c'est la notion de gestion de ce que j'appelle le workflow. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais finalement, c'est un flux, finalement. C'est un flux de travail. Je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si une annonce, si une page est supprimée? Qu'est-ce qui se passe si un produit ou une destination ou une chambre n'est pas disponible? En gros, tout ce qui concerne la gestion de vos pages web. En termes de modification, en termes de déplacement, de changement de nom de catégorie, par exemple, de désactivation. Bref, en gros, si on devait résumer, il faut se dire qu'il faut utiliser son site. Ça peut paraître bête, mais bien utiliser et bien connaître son site, naviguer dessus régulièrement et se comporter finalement avec empathie comme sa cible, comme l'internaute que vous ciblez, c'est ultra utile. Parce que c'est comme ça, parfois, quand vous n'avez pas forcément les compétences techniques pour utiliser des Screaming Frog ou des choses comme ça dont je parlais juste avant, c'est comme ça, en fait, que vous allez détecter, ou que votre big boss va détecter, et que du coup, il va vous taper sur les doigts, que une page ne marche pas, qu'il y a une erreur sur le processus de réservation, que quand j'essaye de payer, ça ne me redirige pas vers la banque.
Bref, tout un ensemble de fonctionnalités, de flux de travail de votre site qui sont normalement automatisés et qui doivent être fonctionnels. En cas de dysfonctionnement, si on travaille beaucoup notamment avec des sites immobiliers, on travaille avec Orpi par exemple, on a tout un ensemble de recommandations qu'on leur a faites pour que leur système soit automatisé et pour que quand une annonce, quand un bien est parti sous compromis, il se passe quelque chose, donc qu'il y ait automatiquement une mention sous compromis, et que quand le bien est vendu et que du coup l'annonce est supprimée, il y ait automatiquement une redirection de cette page-là vers le listing de tous les biens similaires. Et ça se fait automatiquement et c'est bon pour le référencement puisque, en gros, dès qu'on conserve l'internaute et qu'on ne le perd pas, on fait la même chose avec Google. Et Google a besoin de pérennité, a besoin systématiquement de retrouver ses petits et de savoir où sont passés les contenus qu'il connaît déjà, finalement. Donc, ça veut dire qu'un moment vraiment crucial qui cristallise un petit peu toutes ces problématiques-là, c'est quand vous avez un projet de refonte de site web, que vous voulez refaire votre site. Donc là, pareil, on a un petit sondage. Si vous avez un projet de refonte, n'hésitez pas à nous le dire, si c'est en cours, si c'est pas pour tout de suite, si c'est déjà fait et que vous vous êtes planté, que vous avez assuré, ou alors si vous trouvez que votre site il est génial et qu'il n'y a pas besoin de le refaire, n'hésitez pas à nous donner des petites infos. Une refonte, ça peut être plein de choses. Il y a plein de manières finalement de modifier son site web. Ça peut être juste des modifications d'organisation des contenus, ça peut être un simple changement visuel, un changement de logo, changer des couleurs, rajouter une fonctionnalité, enfin bref, ça peut être plein de choses, mais chacun de ces éléments peut avoir ses dangers d'un point de vue référencement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, si ça vous intéresse, ce thème de la refonte, on a des livres blancs sur le sujet chez Cybercité, n'hésitez pas à chercher sur notre site, on a tout ça, et j'ai également fait des conférences vraiment dédiées à la refonte que vous pouvez trouver sur YouTube sans problème. Ce qui est sûr, c'est que dès que vous avez un changement de nom de domaine, c'est-à-dire vraiment votre domaine de machin.com ou monsite.com ou peu importe, si vous changez ça, si vous changez le nom des pages, donc les URL, ou que vous changez de système de gestion de contenu, que vous passez de WordPress à Typo3 ou à je ne sais quel autre outil de gestion de contenu, ou à Wix ou peu importe, là, il y a danger. Il y a danger non seulement de perdre l'internaute, puisqu'il va arriver sur des pages d'erreur depuis Google, mais également de perdre votre positionnement, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu acquérir en SEO, le fait d'être visible sur certains mots-clés via certaines pages va potentiellement intégralement chuter. Donc il faut faire super attention à ça. Il y a tout un ensemble de choses à mettre en place pour rediriger les informations pour Google. Et ça, c'est vraiment crucial. Nous, aujourd'hui, la plupart des catastrophes SEO qu'on voit en entrée de commande chez nous, c'est des problématiques de refonte pas gérées. C'est même pas mal géré, c'est souvent pas géré, en fait. Donc, attention à ça. Et enfin, un autre point que je voulais mettre en valeur particulièrement et sur lequel vous pouvez faire des tests assez facilement, assez rapidement, c'est sur la notion de rapidité, et j'élargis un petit peu en compatibilité mobile également. Aujourd'hui, finalement, Google s'attend à ce que vous soyez non plus, comme on dit, mobile first, donc d'abord mobile, que vous ayez un site mobile avant tout, mais que vous soyez quasiment mobile only. Il faut savoir que le taux de pénétration des smartphones chez les 12-25 ans, c'est de l'ordre de 80-90%. Donc demain, finalement, vos internautes, même si en gros, la seule chose qui limite les plus jeunes générations qui ont un pouvoir d'achat à réserver en ligne sur mobile, c'est souvent les sites web, en fait. Donc le besoin, il est réel. Vous ferez toujours la différence si vous avez un site qui fonctionne super bien sur tous les devices, donc sur smartphone, sur tablette, sur PC, quel que soit l'outil utilisé pour naviguer sur votre site, vous devez faire le travail que je vous décrivais juste avant, de naviguer dessus et de vous assurer que ça fonctionne bien, que ça s'affiche bien et qu'il n'y ait pas de frein à l'affichage. Parce que Google, en fait, il va classer vos sites en fonction de ça. Et il va vous juger, entre guillemets, en grande partie sur ça, puisque de plus en plus, ces outils d'intelligence artificielle, comme je vous le disais tout à l'heure, détectent la satisfaction de l'internaute de différentes manières, le temps que vous allez rester sur le site, tout un ensemble de choses, qu'il va utiliser pour son classement. Donc si votre site il rame systématiquement, ou que l'internaute le quitte très rapidement après être arrivé dessus, et qu'il revient chez Google, du coup, pour qu'il le sache, ça va envoyer à Google des signaux négatifs sur la qualité de votre site. Donc c'est particulièrement important de tester votre temps de chargement, votre réactivité, surtout, je sais que pour les acteurs du tourisme, et notamment à la campagne ou en montagne, il y a
potentiellement des problématiques de zone blanche ou d'accès à Internet, tout simplement. Donc, voilà, c'est particulièrement important de faire le maximum pour que, au moins, ça ne soit pas votre site le problème. Voilà. Donc, essayez de faire de votre mieux pour ça. Il y a un petit outil qui est proposé par Google pour faire un premier diagnostic. C'est gratuit, ça vous donne même des recommandations qui vont jusqu'à l'expérience utilisateur. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans que je vous invite à utiliser. C'est facile et rapide, et ça vous donnera peut-être des idées assez sympas et assez exploitables. Alban, pour le coup, j'ai donc le retour du sondage. Oui. Donc, pour les projets de refonte, on a 45% oui, mais pas tout de suite. 27% oui, c'est en cours. Et oui, mais c'est déjà fait et j'ai assuré à 18%. Bravo, bravo, parce que c'est pas toujours facile. Et on a quand même un non, mais mon site est très bien comme ça à 17%. Voilà la répartition pour le sondage. Et on a deux questions qui sont posées entre-temps. Étienne qui nous demande, est-ce un problème d'utiliser les bases de données comme Apidae? Cela reproduit en permanence le même contenu de site en site. Ça, moi, j'ai un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Je vais vous dire que oui, pour moi, SEO, c'est un problème nativement parce que ça incite les éditeurs de sites à utiliser des contenus qui existent déjà ailleurs. Donc, la facilité, c'est ça. La facilité, c'est de rapidement pouvoir déployer du contenu. Sauf que, en fait, à contenu, c'est un petit peu, je vais vous prendre un exemple comparatif sur du e-commerce, mais quand vous achetez une télé, par exemple, que vous tapez une référence, vous allez avoir Darty, Boulanger, etc. Et en fait, ils ont tous la même fiche produit avec exactement le même descriptif constructeur. Et en fait, du coup, ça veut dire que Google, il a peut-être 10, 20, 100 pages avec exactement le même contenu. Du coup, comment il classe? Il classe en fonction d'autres éléments que le contenu, c'est-à-dire généralement la popularité. Donc, ça veut dire qu'en gros, à contenu égal, c'est le plus gros qui gagne. C'est le plus connu, c'est le plus fort. Donc, si vous êtes un hôtelier, par exemple, et que vous produisez exactement le même contenu que l'Office du tourisme, généralement, c'est l'Office du tourisme qui va gagner. Sauf si vous apportez une différenciation. Et justement, on va en parler juste après du contenu. Ouais, et après, pour l'Apidae, pour le coup, il y a quand même cette possibilité de descriptif privé qui permet de réécrire un texte propre pour son site. Dans la base. Vos animateurs Apidae sauront vous donner tous les détails, mais il y a cette possibilité-là au niveau technique, on va dire. C'est ça. Donc, il y a la facilité, le cas par défaut, et puis derrière, il y a des fonctionnalités qui permettent d'enrichir, effectivement. Voilà, et puis donc on a Valentin qui nous dit, n'y a-t-il pas des risques de faire des recherches sur notre propre site à partir toujours du même ordinateur? Résultat biaisé, orienté en fonction de nos historiques. Point d'interrogation. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle un risque. Vous risquez rien dans l'absolu en termes de performance, ça ne va pas abîmer votre site ni son positionnement. Par contre, effectivement, ça va impacter ce que Google va vous présenter. Si systématiquement vous faites une recherche et que vous allez sur votre site à chaque fois, il y a des chances que Google se dise tiens, lui, il aime bien ce site-là, je vais lui montrer à chaque fois. Ça veut dire que potentiellement, dans vos analyses, vous pouvez vous voir super beau sur certains mots-clés, super bien positionné, mais ce n'est pas la réalité du plus grand nombre. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des outils qui désactivent la personnalisation. Des outils comme SEMrush, par exemple, ou SEMrush, SEMrush, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un outil qui vous permet de savoir tous les mots-clés qui positionnent votre site. Il y a des licences pas trop chères, il y a un tout petit peu de fonctionnalités gratuites. Pour moi, c'est un outil décisionnel SEO super utile. Je ne suis pas là pour faire leur pub ni quoi que ce soit. Il y en a d'autres, il y a des outils comme Ahref qui font la même chose, comme SEO Observer, il y en a plein en fait. On a nos propres outils, nous également. Voilà, mais en tout cas, c'est important d'avoir un outil qui vous donne le positionnement avec la recherche personnalisée désactivée, si vous voulez exactement savoir où vous vous situez. Mais sinon, il n'y a pas de risque réel. Okay. Allez, on enchaîne sur le contenu, justement, comment on optimise son contenu d'un point de vue éditorial. Alors pareil, on a un petit sondage sur les contenus pour savoir si vous rédigez vous-même, vous ou quelqu'un d'autre pour vous, des contenus pour vos internautes cibles. Excusez-moi, Alban, pour le coup, mais j'ai Étienne qui réagit à votre réponse et qui dit, dans ce cas, est-ce que ça fait baisser le référencement du site de référence qui, lui, n'est pas sur Apidae? Alors, normalement, non. Normalement, non, parce que Google connaît la source originelle du contenu, en général. Ça peut arriver. Ça peut arriver que, dans certains cas, l'exemple, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'un site peu connu produise un super contenu, que ce contenu soit repris par un site plus connu et que, du coup, le site plus connu passe au-dessus. Ça peut arriver. Après, normalement, Google est capable, au bout d'un moment, de remettre ça dans le bon ordre, on va dire.
Mais en général, non. En général, si vous avez produit du contenu pour votre office du tourisme et que tous les hôteliers vous le reprennent, ça ne vous pénalisera pas en général. Encore une fois, hein, le plus fort gagne en termes de popularité. Merci à toi. Donc, sur la partie contenu, je pourrais presque résumer ça en une slide, c'est aller chercher votre utilisateur et montrez-lui votre expertise. Ça veut dire vraiment essayer de montrer la réalité des choses et de ne pas faire passer un cheval pour une licorne, en résumé. On va détailler, bien entendu. Donc déjà, la première étape, c'est de se poser la question de ce qu'on appelle la customer journey, c'est-à-dire l'ensemble des étapes décisionnelles qui vont pousser un internaute à réaliser un acte d'achat, de réservation sur votre site. Donc, quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de requête? Donc, pour ça, finalement, nous, chez Cybercité, ou quand on est professionnel du SEO, on va lister ces fameux mots-clés, dans des outils comme SEMrush ou autres. On va lister l'intégralité des requêtes qu'on imagine être en mesure de vous amener de la visibilité et de vous amener du trafic sur votre site, et on va les catégoriser en fonction de différents types d'intentions de recherche. Ça va être soit des intentions qui sont liées à de la notoriété. Voilà, je sais que je vais aller dans l'Ain, je cherche des mots-clés comme Office de tourisme de l'Ain, c'est de la notoriété pure. On va avoir des mots-clés plus découvertes sur où partir en vacances en famille, où partir avec des enfants, où partir à la campagne. Et puis assez rapidement, plus on va avoir notre processus de réflexion sur nos vacances ou nos congés ou nos week-ends qui va se faire, on va de plus en plus s'orienter vers une notion de prise de décision et une orientation qui va être liée généralement, principalement à des notions de prix ou d'offres. Et en fait, ce qu'il faut savoir, le petit graphe sur la droite vous montre un petit peu que ces notions d'exploration, d'évaluation, d'expérience sont de plus en plus complexes. En fait, on a des processus de décision qui sont de plus en plus, non pas forcément longs, mais en tout cas, qui ont de plus en plus d'étapes et qui sont de plus en plus difficiles à analyser. Donc, du coup, on essaye de réellement les comprendre au maximum. J'ai un exemple à vous donner que vous pourrez aller télécharger derrière. Nous, on a fait ce petit exercice chez Cybercité. On a fait toute une infographie sur la Customer Journey en e-tourisme avec des termes un peu plus inspirants sur le fait de rêver, planifier, réserver, profiter, raconter, qui sont les différentes étapes. Ça sort un peu du sujet parce que ce n'est pas uniquement SEO, c'est vraiment plus multi-levier sur le digital. Ça vous permet d'avoir un peu de visibilité sur, chez nous, quels sont les types de leviers qu'on va activer pour telle ou telle étape, on va dire. Donc, je vous invite à aller voir ça par la suite et à aller télécharger l'infographie, c'est plutôt cool. Pour le reste, nous, ce qui nous intéresse en SEO, c'est d'arriver à vraiment comprendre ce que nos cibles recherchent. Donc là encore, rentrer en empathie pour savoir justement comment. Et pour ça, généralement, il faut arriver à sortir de votre jargon métier, de votre jargon du quotidien et de réellement rentrer en empathie sur la connaissance détaillée. Alors, évidemment, il y a plein de choses qu'on peut exploiter, les données de votre CRM ou de votre ERP, les avis internautes, les questionnaires de satisfaction, toutes des informations que vous utilisez déjà potentiellement offline ou pour vos actions marketing. Pour le SEO, ça vous donne une connaissance un peu plus novice. Il faut arriver finalement à redevenir novice sur sa propre thématique pour essayer de réellement comprendre la Customer Journey, d'où elle part, où est-ce qu'elle va et quels sont les éléments sur lesquels on peut arriver à accrocher l'internaute ou on ne l'accroche pas déjà, parce qu'évidemment, être visible sur votre nom ou sur le nom de la destination, quand vous avez un site focus sur une destination, sur une grotte ou sur un monument ou je ne sais quoi, on va dire que c'est plutôt facile. Généralement, ça se fait un petit peu tout seul. Maintenant, c'est comment on va arriver à capter l'internaute qui n'a pas encore finalisé son processus de décision. Et c'est là où, potentiellement, on peut aller chercher de la croissance incrémentale, donc du trafic que vous n'avez pas déjà. Donc, on va repartir systématiquement de ce que souhaite l'internaute, essayer de voir un petit peu les problématiques qu'on va retrouver et les traiter en ciblant au maximum l'essentiel. Évidemment, sur les requêtes qui sont liées à votre marque ou à votre lieu ou à votre site, il faut les creuser pour être sûr de répondre à toutes les problématiques. Donc, les problématiques de Covid ces derniers temps, bien entendu, d'horaire d'ouverture, de mise à jour de tarifs, recrutement, numéro de téléphone, bref, tous ces éléments-là, ils doivent être systématiquement à jour. Donc, c'est super important de traiter votre site, de le mettre à jour, de le traiter en mode flux tendu. Dès que vous avez une information à faire passer, il faut s'assurer que ce soit visible en ligne, accessible facilement. Et là encore, mettez-vous à la place de l'internaute et faites ce type de recherche. Utilisez Google, utilisez votre site pour vérifier que tout fonctionne
et ne restez pas le nez dans le guidon en pensant que tout va bien. Je vous donne un tout petit exemple de ce qu'on peut faire en analyse de page de résultats, création de contenu. On s'aperçoit que quand on tape des mots-clés comme top 10 Australie, donc c'est-à-dire une destination un peu plus lointaine que les vôtres, mais moi, typiquement, pour préparer cette conférence, j'ai tapé top 10 1, top 10 Isère pour, surtout 1, parce que l'Isère, je connais un peu, mais l'un, pas trop, pour savoir un petit peu quels étaient les points d'intérêt principaux, pour savoir ce qu'on peut visiter. C'est une requête, c'est un mot-clé de découverte pour quelqu'un qui cherche des éléments sur la destination. Donc, c'est des contenus qui fonctionnent. Nous, on l'a testé pour l'Australie. On a réussi à faire monter un site en premier sur des termes comme ça, tout simplement en utilisant et en réexploitant ce qu'on avait vu sur Google. On a remarqué que sur Google, les points d'intérêt mis en valeur étaient X, étaient la Grande Barrière de Corail, etc. On en a listé une dizaine. On en a fait un article. On l'a bien écrit. On l'a écrit mieux que Google. On a été plus expert parce que notre client, en l'occurrence, connaît bien les petits tips de voyageurs sur ces destinations-là. Résultat, on a été récompensé par Google en étant premier. Et en plus, ça nous permet de mettre des éléments de réassurance et de transformation, donc des call to action, des boutons de réservation, par exemple, directement en valeur sur une page éditoriale. Donc, super efficace, en fait, de fonctionner comme ça. Je vous donne également un exemple d'outil qui vous permet d'analyser vos contenus, qui s'appelle alice.com, qui est gratuit en partie également, et qui vous permet de savoir quels sont les mots-clés les plus utilisés sur votre page. Et en général, ça vous donne un résumé de ce dont votre page est censée parler. Et si ça ne colle pas avec ce que vous vouliez dire, c'est que quelque part, vous n'avez pas utilisé les bons termes et que vous avez peut-être été trop générique et pas assez spécifique pas assez terre-à-terre, pas assez appeler un chat un chat. Donc le contenu, finalement, il y a plein de raisons d'en produire et souvent, c'est fait pour les mauvaises raisons. Souvent, les gens, ils produisent du contenu sur leur site parce qu'ils veulent s'auto-promouvoir d'une certaine manière ou faire un peu de cosmétique, faire du remplissage parfois un peu stérile de type notre destination est fantastique parce que vous pourrez avoir plein de services et c'est génial. Ok, mais très bien, mais de quoi on parle concrètement? Si c'est des sorties en vélo, en VTT, il faut le dire, il faut utiliser les bons termes. Donc c'est vraiment une notion d'être exhaustif sur le traitement de votre thématique pour quelque part devenir incontournable sur un sujet. Il y a une notion évidemment de faire aussi bien, voire mieux que le concurrent, si concurrent il y a, c'est pas toujours le cas. Évidemment de communiquer et d'informer en temps réel et parfois ça permet aussi de provoquer des rencontres en vrai, dans la vraie vie et du coup potentiellement d'obtenir des partenariats ou des liens spontanés. Donc souvent on me pose la question de est-ce que changer une phrase de temps en temps ça suffit? Non, en fait c'est pas ça fournir du contenu. Fournir du contenu c'est gratuit en fait. Ça veut dire que quand vous produisez du contenu, que vous le mettez en ligne, il y a toute une partie de ce que vous donnez qui vous rapportera rien, en tout cas pas directement. Ça sera du revenu indirect parce que petit à petit, vous avez développé une autorité, une notoriété finalement vis-à-vis de Google sur votre capacité à traiter une thématique. Et ça peut aller assez loin quand on parle d'une destination. Ça peut être des notions de gastronomie, ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être de la présentation de tel ou tel sport. Bref, des choses qui sortent un petit peu de votre activité, si vous êtes hôtelier, camping, restaurant, etc. Toutes ces activités-là, si vous vous contentez finalement de mettre votre menu ou le prix de vos chambres, à l'internaute et à Google, vous ne lui apportez rien. Google, ce qu'il va vouloir, c'est servir l'internaute. Donc, l'internaute qui veut réserver un hôtel dans l'Ain, ce qu'il veut voir, c'est une liste d'hôtels avec une liste de prix quelque part. Ou alors des éléments qui lui donnent des informations sur la destination, en général. Donc, du coup, vu que Google propose tout un ensemble déjà de services sur lesquels il faut être présent, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, il faut aller plus loin, en fait. Il faut aller plus loin et proposer plus d'informations que les autres. Donc, c'est là où il faut vraiment être l'expert indispensable, quelque part. Alors, évidemment, on parlait de niveau d'effort, c'est chronophage. Le SEO, c'est chronophage, forcément. Donc, après, il faut arriver à trouver les bons mots-clés sur lesquels on peut avoir une vraie valeur ajoutée et un vrai élément différenciant. Je prends souvent l'exemple du Mont-Saint-Michel parce que j'y suis parti cet été. Quand vous cherchez des choses sur le Mont-Saint-Michel, c'est souvent des sites très généralistes. Et en fait, il y a des guides qui sont très malins et qui ont fait des sites web guides traversée de la baie de Saint-Michel et qui mettent réellement en valeur via des reportages photos, via des vidéos, via des explications, des spécificités, des pièges, qui expliquent réellement ce qu'ils font de leur métier. Et c'est sûr, ils ne sont pas visibles sur Mont-Saint-Michel, mais par contre, sur des mots-clés comme traversée baie Mont-Saint-Michel,
vous pouvez les voir souvent, parce qu'ils ont fait ça avec leur connaissance métier, et ils ont montré ce qu'ils savaient faire, et ils n'ont pas uniquement copié-collé le descriptif de la basilique, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin peu importe. Donc voilà, c'est ce type d'expertise-là qu'il faut arriver à montrer d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais passer un peu rapidement sur la notion de maillage interne, mais en gros, tous vos contenus, évidemment, il faut qu'ils soient liés les uns entre les autres, puisque vous recevez de la force et de l'autorité et de la notoriété de l'externe, de la part d'autres sites. Il y a des sites qui font des liens vers le vôtre. Tout ça, c'est de la force, c'est de la puissance, c'est de la notoriété. Donc, il faut arriver à faire en sorte que vos contenus soient maillés les uns envers les autres pour éviter d'avoir de la déperdition de ce qu'on appelle le link juice. Alors, pour schématiser, pour que ce soit plus simple, en gros, un site web, ça doit ressembler plus ou moins à ça. Vous avez différentes thématiques, je ne sais pas, l'hôtellerie, la restauration et les points d'intérêt, par exemple. Vous devez faire en sorte au maximum de siloter vos informations et de les organiser de manière logique d'un point de vue éditorial et sémantique. Donc ça peut passer par des tableaux Excel, par des arbres de décision, par de la priorisation de contenu. Et tout ça, ça permet en gros à Google, quand il va crawler comme un robot, comme un spider, comme je le disais tout à l'heure, de bien voir ces fameux ronds verts que vous voyez juste à droite. C'est vraiment la vue du robot. Donc une organisation de contenu logique avec des groupes de contenus qui se ressemblent et qui font des liens les uns envers les autres. Si vous avez tout un ensemble de pages, par exemple sur des recettes de cuisine liées à une destination, il faut arriver à faire en sorte qu'elles fassent des liens les uns envers les autres et qu'il y ait une page qui synthétise tout ça et qui soit la master page, celle qui aura le plus de poids finalement sur cette thématique recette de cuisine dans l'un, par exemple. Tout ça parce que, encore une fois, on va s'attacher un petit peu à la logique de linking et de popularité. C'est finalement ce qui fait réellement la différence chez Google, c'est cette notion de popularité. Alors, je m'attarde un tout petit peu sur le passé, sur les origines de Google. Je vous ai présenté cette slide déjà tout à l'heure. Mais il faut bien comprendre que le classement des pages, par popularité, c'est la seule, quasiment, et la principale et quasiment la seule innovation que Google a apportée en 1998. Ils sont arrivés dans un monde où il y avait des moteurs de recherche de type moteur de bibliothèque qui listent les contenus sur une thématique. Je tape un mot-clé, j'ai une liste de sites qui parlent de la thématique. Ça fonctionnait comme ça, les Copernic, AltaVista, même Yahoo au départ fonctionnait comme ça. Et quand Google est arrivé, ils sont arrivés avec une logique qui dit quelle est la probabilité, si je suis un surfeur aléatoire qui clique n'importe où sur le web, quelle est la probabilité que je tombe sur ton site? Et bien, plus la probabilité est forte, plus tu es un site de qualité. Donc ça veut dire qu'en gros, dès qu'un site fait un lien vers un autre, pour Google, c'est considéré comme un vote. Je vote pour toi, je te fais un lien, je te donne un accès via mon site. Et tout fonctionne comme ça. C'est le cœur de l'algorithme de Google. Donc ça veut dire qu'évidemment, on doit connaître un maximum sa notoriété, savoir comparer la popularité de son établissement, sa destination par rapport aux autres, pour savoir en gros sur quel périmètre de typologie de mots-clés on peut aller se positionner. L'un est une destination touristique, mais est probablement au même niveau que l'Isère en termes de volume de recherche sur Google. Par contre, évidemment, on ne peut pas rivaliser avec la Bretagne en termes de popularité, en termes de nombre de recherches qui sont effectuées chaque mois sur Google. Donc, voilà, c'est des éléments... Ouais. Excusez-moi de vous couper. Pour le coup, on a Étienne qui réagit par rapport au maillage et qui demande s'il y a un vrai intérêt d'avoir plusieurs sites Internet. Il dit, j'imagine que oui, s'il renvoie les uns vers les autres, mais ce n'est pas trop le flag pour Google. Ah, un peu aussi. Faites attention avec ça, ça peut être dangereux en fait. Avoir plusieurs sites web, il faut que ça ait une logique internaute. Honnêtement, aujourd'hui, il y a 15 ans, je vous aurais dit, ouais, allez-y, faites 3-4 sites, faites des liens, ça va marcher, mais c'est fini ça en fait. Google a un peu sifflé la fin de la récré, donc à moins qu'il y ait une vraie logique internaute et que ce soit des grosses thématiques très différentes, je ne vous invite pas forcément à le faire. Vaut mieux développer le volume des pages sur votre site et le nombre de contenus qu'il est capable de proposer pour le faire grossir et être un site d'autorité sur un domaine et sur un secteur plutôt que de trop multiplier. Ça marche plus très bien aujourd'hui, voilà, à moins d'être vraiment énorme. Voilà, si vous êtes vraiment énorme, Cdiscount me dirait je veux faire un site sur telle thématique, sur l'hi-fi et puis un site sur le sport, je leur dirais ouais, ok, ça a du sens. Mais sur les sites plus petits, je pense que c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et en plus, en termes de coûts de maintenance, coûts d'hébergement, etc., ça va vous multiplier les coûts. Donc, pas forcément
Bon, après, il y a des cas particuliers, mais en général, c'est pas trop une bonne idée. Mais c'est une bonne question, ceci étant dit. Merci, Alban. Donc, du coup, par rapport à cette logique de lien, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on est dans un monde de menteurs, puisque Google vous dit, en gros, hein, en schématisant, dans sa propre FAQ, vous dit le meilleur moyen d'être visible sur Google, c'est d'obtenir des liens depuis d'autres sites. Et après, il vous dit, attention, c'est interdit d'inciter les autres sites à créer des liens vers votre site. Donc, c'est toujours une action qui est un peu limite. Google a des filtres anti-spam par rapport à ça, donc ça rejoint un peu la question de monsieur. C'est super important de générer des liens, mais il faut bien comprendre qu'en fait, on est dans un monde où Google, aujourd'hui, aimerait se séparer des liens pour classer les sites, mais n'est pas capable de le faire. Ils aimeraient se baser que sur de l'intelligence artificielle, sur des signaux sociaux, sur des éléments qui viennent des internautes, mais au final, ça ne marche pas vraiment, donc du coup, ils sont obligés de se baser sur les liens. Et en même temps, les internautes ne sont pas tous des webmasters. Ça veut dire que si moi, je vais visiter le monastère de Brou et que ça me plaît, je ne vais pas créer un site et faire un lien vers le monastère, ou je ne vais pas aller publier dans un forum un lien vers le site, parce que déjà, les forums, ça n'existe plus trop, et qu'en plus, voilà, il y a très peu d'opportunités pour un internaute content de dire à Google, voilà, je fais un lien vers ce site parce qu'il est cool. Donc, du coup, il y a des signaux sociaux, il y a des avis utilisateurs qui sont exploités par Google, hein, d'une certaine manière, mais le vrai élément différenciant, ce sont ces liens-là. Donc, du coup, ça veut dire que finalement, tout le monde dans le digital fait des liens qui sont plus ou moins factices, qui sont plus ou moins artificiels, et en fait, toute la concurrence se fait comme ça. Donc, Google met des filtres anti-spam sur ces actions-là. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous assurer d'avoir les liens que vous méritez, qui sont légitimes. Ça veut dire que si vous êtes un hôtel dans une ville et que vous avez le site de votre ville qui a une page sur les hôtels, c'est légitime, c'est logique, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous allez chercher des liens sur un site de dépannage informatique qui vous fait un lien de convenance, on va dire, et qui n'a aucune logique thématique, aucun lien, en gros, ça ne marchera pas. Potentiellement, vous pouvez tomber sous les lois anti-spam de Google. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vous assurer que le chemin soit presque naturel. Ça doit être logique. Si quelqu'un de chez Google revoit ce lien-là de manière manuelle, ça doit lui paraître légitime, en gros. Donc, ça veut dire aller exploiter toutes les sources que vous pouvez avoir pour développer ce qu'on appelle le netlinking, donc le réseau de liens, soit de manière spontanée, c'est ce qu'on appelle le link baiting, donc la génération de liens spontanés et non sollicités. J'ai produit un super contenu, donc il y a plein de sites qui font des liens vers mon contenu parce qu'il est super cool. Ça, c'est le monde idéal, hein, où tout se passe comme ça. Ça arrive, hein, notamment dans le tourisme, parce que quelque part, les gens se renvoient la balle, hein, et puis se rendent des services quelque part. Mais ça peut être des partenariats commerciaux, ça peut être des annuaires spécialisés, des réseaux sociaux, des sites locaux, des sites de communiqués de presse, bref, ça peut être plein de choses. En gros, dès que vous avez une interaction avec un autre acteur connexe, vous devez faire en sorte, autant que possible, d'aller récupérer un lien, quitte à échanger, échange de bons procédés, échange de liens. C'est pas aussi bien, mais ça marche aussi. Petit sondage d'ailleurs au passage, est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous connaissiez cette logique de netlinking, de popularité? Est-ce qu'au quotidien, c'est une préoccupation que vous avez ou pas du tout? Est-ce que vous connaissiez ce concept-là? Ça peut être intéressant de le savoir. En termes d'action, par rapport au netlinking, en dehors évidemment d'aller faire cette démarche de sollicitation et de récupération de liens, nous, on intervient sur plusieurs types d'actions. Déjà, la notion de classification, puisque comme je vous le disais au début, les données off-page, donc les données en dehors de mon site, donc de netlinking, sont intéressantes et utiles à croiser avec d'autres données. Quelles sont les pages de mon site qui reçoivent le plus de liens externes? Généralement, c'est la page d'accueil, mais ça peut également être des guides éditoriaux. Donc voilà, s'assurer que les pages les plus utiles pour moi en termes de conversion soient celles qui reçoivent le plus de liens externes. Et également les types d'encre. Alors, je m'attarde juste 2 minutes sur la notion d'encre. L'encre, c'est le terme, le mot sur lequel est placé le lien. Souvent, ça va être le nom du site, de type allez voir le site, nom du site, et le lien est posé sur le nom du site. Ça peut être cliqué ici, ça peut être plus d'infos, des encres qui ne sont pas parlantes. Moi, je vous invite au maximum à récupérer des liens avec des encres qui sont un minimum parlantes, donc qui évoquent votre sujet. Par exemple, allez sur le site du Mont-Saint-Michel, lien vers la page de mon site. Donc voilà, des outils qui vous donnent des informations sur les données de liens externes. Il y en a plein, là encore. Alors,
pour le coup, des gratuits, il n'y en a plus trop, ça n'existe plus trop. Vous avez ce type d'informations-là dans les liens référents sur Google Analytics. Vous pouvez voir un peu quels sont les sites qui vous amènent de l'audience, mais ça ne suffit pas, il n'y a pas tout généralement. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser, au moins à tester. Vous pouvez faire des licences de tests, de démos sur SEMrush ou Majestic ou Ahref, que je vous présente ici. Voilà, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Tous sont très bien et vous donnent ce type d'informations-là. Et notamment, des informations utiles comme quels sont les liens, les pages, par exemple, qui reçoivent des liens qui vont être brisés. Ça, c'est super important. Encore une fois, on reparle de workflow, de flux de travail. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur mon site depuis un autre site qui a fait un lien vers chez moi? Est-ce que la page, elle est pérenne? Est-ce que, non, parce que j'ai fait une refonte et du coup, j'ai modifié les pages et du coup, il n'y a pas de redirection. Donc, en fait, l'internaute qui clique sur le site de l'Office du tourisme, il arrive sur une page d'erreur. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. C'est impératif. C'est de l'argent gâché et jeté à la poubelle. Et quand vous le corrigez, en plus, il y a juste à mettre en place une redirection et c'est de l'argent facile à se refaire. Donc, du coup, c'est vraiment hyper utile que tous les liens qui sont posés vers votre site sur d'autres soient fonctionnels et arrivent sur les bonnes pages. Voilà, c'est un tip assez facile à corriger. Il n'y a pas besoin de technicité particulière et il faut vraiment le faire. C'est super utile. Pour le sondage, les retours donc, sur la préoccupation du quotidien concernant la logique de netlinking, est-ce qu'on la connaissait? Donc, on a 50% qui nous disent vaguement, 40% non, pas du tout, et 10% oui, je me bats contre Google tous les jours. Bienvenue au club. Tant mieux. J'espère que je vous l'ai expliqué de manière claire et que pour ceux pour qui c'était un peu flou, c'est un peu plus clair. Mais moi, si je devais vous résumer ça, c'est un lien égale un vote. Et oui, et si un truc que j'ai pas dit et qui est quand même super utile, c'est que tous les votes ne se valent pas. On n'est pas dans une démocratie ici. Ça veut dire que plus le site qui fait un lien vers chez vous est un site d'autorité, avec une grosse notoriété pour Google, plus ce lien va vous apporter du poids et de la force. Donc, il faut arriver à trouver des liens qui proviennent de sources d'autorité et de qualité. Donc, évidemment, le top du top, c'est les .gouv.fr, les sites gouvernementaux qui ont une crédibilité et une fiabilité immense. En tout cas, selon Google, c'est pas moi qui l'ai dit. Ou alors des sites qui sont déjà très bien positionnés, qui ont une belle visibilité et qui voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que certains annuaires ou certains sites un peu généralistes qui agrègent des données vous font payer, ça, tout simplement. C'est un petit peu la logique et c'est un petit peu comme ça que des Booking ou des TripAdvisor ont bouffé le web. C'est de cette manière-là. C'est en proposant un maximum de contenu très fortement pour gagner en visibilité et se rendre incontournable. Et derrière, le moindre lien qui provient de ces sites-là vous apporte soit une forte audience, soit un meilleur référencement d'une certaine manière. Et une dernière action sur cette partie off-page que je vous invite à faire, si vous arrivez à tester certains outils d'analyse, ou qu'on peut faire pour vous si vous avez envie de travailler avec nous, bien entendu, c'est l'analyse des liens concurrents, c'est-à-dire que parfois, vous allez avoir 3, 4, 5 concurrents qui vont avoir des liens eux-mêmes, et derrière, vous pouvez très bien lister ces liens-là et puis faire des analyses croisées pour savoir tous les sites qui font des liens vers vos concurrents et pas chez vous. Donc, ça vous donne des indices de type taux de présence concurrentielle et ça vous permet derrière d'aller solliciter ces gens-là. Ça vous prémâche le travail de démarchage et ça vous donne un peu des indications sur ce que vous pourriez obtenir, sur ce sur quoi vous êtes légitime déjà spontanément par rapport à un existant. Voilà, pour cette partie netlinking, je conclus sur ce sujet-là en vous parlant d'autorité de marque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autorité de votre marque, et la marque, ça peut être la marque 1, ça peut être la marque Isère, ça peut être plein de choses. En gros, ce qui constitue votre identité est à promouvoir par tous les moyens possibles, par tous les biais possibles. Alors, c'est un peu un basique du marketing, mais quelque part, tous les éléments digitaux sur lesquels vous pouvez être présent, il faut pareil que vous bossiez vos workflows pour vous assurer que vous êtes d'une manière ou d'une autre visible ou présent. Donc, évidemment, sur des outils d'avis, parce que les avis en termes de processus décisionnel, a fortiori dans le tourisme, à condition qu'ils soient positifs, sont des prescripteurs monstrueux. Et puis derrière, tous les réseaux sociaux, tous les sites de type Yelp, les pages jaunes, bref, tous les outils qui vous permettent d'avoir un minimum de visibilité digitale. Déjà, ça vous sort un petit peu de la Google dépendance. Et en plus, généralement, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins indirectement, ça a un impact positif parce que ça envoie des signaux
à Google sur votre marque. Donc, c'est particulièrement important d'être visible partout où vous pouvez l'être. Voilà. Je conclurai ce web séminaire en vous faisant un petit récap rapide, philosophique sur ce que je vous ai dit. En gros résumé, si vous voulez être le skateur de gauche, il faut bien connaître votre business et surtout, il faut bien connaître vos objectifs et surtout vos cibles, avoir une réelle empathie auprès d'eux et vraiment repartir du début de leur processus d'achat. N'hésitez pas à leur parler, ça marche bien aussi. Si vous avez l'occasion d'échanger avec vos clients sur la manière dont ils sont arrivés chez vous, c'est super utile. Analyser la concurrence, analyser ce qui se fait et notamment analyser ce que propose Google sur les mots-clés que vous essayez de cibler. Et utiliser des outils éventuellement, si vous avez un peu de moyens pour ça, ça peut être top. Verrouiller votre site de manière technique pour être sûr qu'il soit irréprochable. Ne jamais faire l'économie de ce contenu expert, de montrer votre expertise et de montrer ce qui fait la différence chez vous par rapport aux autres. Et enfin, faites parler de votre marque autant que possible, par tous les moyens possibles. Et j'ai même envie de dire que même des campagnes d'affichage en 4x3 ou peu importe, d'affichage dans la rue, ça peut avoir un impact en termes de notoriété, in fine, indirectement sur le nombre de gens qui vont taper votre marque dans Google et qui vont arriver vers chez vous. Donc ça a évidemment un fort impact que vous ne pourrez pas forcément toujours mesurer. Voilà, pour terminer, si vous avez envie d'en savoir plus sur le monde du marketing digital au sens large, le SEO, le SIA, les stratégies de liens sponsorisés, sur Google Analytics, sur le SEO mobile, sur les refontes ou autres, parce qu'on a des petits magazines également, je vous invite à télécharger nos livres blancs et nos More Traffic, More Business sur le site de Cybercité. On a également plein de replays de webinaires qu'on a fait, parce que depuis le confinement, le premier, on a fait énormément de webinaires, et notamment sur le tourisme, donc n'hésitez pas à aller voir nos replays sur YouTube. Et puis derrière, si vous avez envie de nous contacter, voilà nos différents lieux de présence, et c'est valable partout en France, bien évidemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'en ai fini pour ma part. Si vous avez des questions, je suis parfaitement OK pour y répondre. Merci beaucoup, Alban, pour cette présentation. Donc oui, n'hésitez pas, on a traité les questions qui se sont posées au fil de l'eau. Si vous en avez d'autres, vous avez encore quelques minutes pour le faire. J'ajouterais juste un dernier sondage en fait pour clôturer toutes les questions qui ont été préparées. Et c'est va dans le sens finalement de ce qu'a dit Alban, que le contenu est vraiment roi. Et donc, on avait envie de vous poser la question avec Alban de est-ce que vous rédigez des contenus pour vos internautes cibles? Donc, je vous laisse répondre au sondage qui vient d'être lancé. Je vous laisse quelques minutes. Voilà, pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles questions. On a des retours dans le chat. Je ne sais pas si vous voyez, Alban. On vous remercie. Ouais. On dit que c'est très intéressant et clair. Merci. Voilà. Donc, je vous laisse répondre au dernier sondage et on va donc conclure ce web séminaire si vous n'avez pas d'autres questions. Voilà, ça bouge un peu, les gens sont en train de voter. Ça marche, pas de souci. Après, c'est vrai qu'on a balayé beaucoup de sujets, donc ça casse un peu la tête, mais voilà, j'espère que c'était clair en tout cas, j'espère que c'était suffisamment adapté à ce que vous aviez envie de savoir. Après, le reste, c'est vrai que de toute façon, ça reste un métier, encore une fois, donc parfois, il faut savoir se faire accompagner s'il faut. Mais j'espère que vous avez plein de choses que vous pouvez faire vous-même. Voilà, le vote s'était un peu stabilisé, donc on a, oui, tout le temps, à 45% de l'auditoire qui rédige les contenus, 36% jamais, et 18% juste pour son blog, et voilà. Donc oui, tout le temps, quand même à 45%. Donc, continuez comme ça. C'est ça. Merci pour les commentaires, en tout cas. Info, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Alban, pour cette présentation, pour votre présence. À très bientôt. Je vous souhaite un très bel été, une belle saison touristique. Et puis, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour des nouveaux sujets toujours aussi passionnants. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.